Salut tout le monde, bienvenue sur la chaîne de Synopsia. J'espère que vous allez bien. Je n'ai pas posté de vidéo donc la semaine dernière. Voilà, c'est un petit temps d'adaptation que j'ai avec mon nouveau travail, la fin de mes études, etc. Voilà, mais je vais essayer d'être toujours disponible avec une vidéo le dimanche parce que c'est assez important pour moi, parce que j'ai beaucoup d'idées et pas assez de dimanche dans le mois. Et pourtant le dimanche arrive si vite. Donc voilà, c'est juste le temps que je m'adapte encore un petit peu. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le bilan du mois d'août, donc je vais vous poster la semaine dernière, mais le voici. Et donc du coup en août j'ai lu 5 romans, 24 mangas et 2 BD. Ne vous inquiétez pas pour les mangas, il y a beaucoup de sagas avec plusieurs tomes, donc ça va aller assez vite je pense. Et je vais pas trop m'attarder sur les suites de séries que j'ai déjà parlé. En tout cas j'ai vraiment fait des bonnes lectures, mais c'était quand même assez mitigé, donc d'un côté je suis contente parce que j'aime bien aussi avoir des lectures un petit peu plus mitigées ou même des déceptions parce que je sais pas, là récemment je faisais que des trucs super et voilà, j'aime bien parler aussi de ce que j'ai moins aimé et je manquais de matière de ce côté là. Du coup on va commencer avec les romans, donc j'en ai 5 à vous présenter. Parmi ces romans il y a vraiment allez, 3 excellentes lectures, une lecture plutôt mitigée et une déception, donc voilà, je vais vous en parler tout de suite. Du coup, le premier livre que j'ai lu début août, il s'agit de La papeterie Tsubaki, donc de Ito Ogawa, voilà, qui m'avait été offert par une amie à mon anniversaire, et je suis très contente d'avoir lu ce roman, donc qui nous parle de Hatoko, donc qui à 25 ans revient à Kamakura et doit reprendre la papeterie que lui a léguée sa grand-mère, et quand elle était plus jeune, sa grand-mère lui a enseigné tout l'art de la calligraphie, le choix des mots, c'est toute une tradition derrière tout ça. Voilà, on va suivre le quotidien de Hatoko, donc dans cette petite ville que j'aime beaucoup pour Kamakura. Voilà, je vous ai déjà parlé de Kamakura Diary, un manga que j'aime énormément, qui fait partie de mes mangas préférés et qui m'a laissé une certaine saveur pour Kamakura. Et là, j'ai lu un roman et ça a été totalement le genre de récit tout doux, assez feel good, même s'il y a des thématiques assez dures quand même dans ce roman. Et en fait ce roman il est arrivé vraiment à point nommé dans ma vie de lectrice où je savais plus trop quoi lire et voilà, c'est de ça que j'avais besoin, d'un roman tout doux, plein de traditions donc, et qui a une atmosphère assez particulière et vraiment très dépaysant finalement. Et du coup avec la papeterie Tsubaki, j'ai vraiment passé un super moment. Sachez que c'est un récit lent, donc il faut pas du tout s'attendre à énormément de péripéties. C'est justement un récit où il ne se passe pas grand chose. Et on suit en fait Hatoko qui va voilà, accueillir différents clients pour différentes demandes, que ce soit pour écrire des lettres, des cartes de vœux, des cartes de condoléances, des cartes d'anniversaire, etc. C'est beaucoup de tâches qui vont intervenir dans sa vie et ça c'est un roman qui a une certaine saveur que j'ai vraiment su apprécier. Et en fait il se passe pas tant de choses et du coup je peux pas vous en dire beaucoup, mais c'est un super chouette récit autour de du retour aux sources, de la transmission, de l'amitié, de la perception de ceux qui nous entourent et donc tout ça dans un Kamakura hyper charmant. Voilà, on nous parle de l'écriture, de la calligraphie, du choix du papier, des enveloppes, que tout a une importance et voilà, franchement c'est bien rythmé pour un récit plutôt lent. J'ai vraiment adoré cette lecture et ça confirme que le jour où je vais au Japon, je veux absolument visiter Kamakura. Le deuxième roman que j'ai lu en août, il s'agit de Felix Ever After, publié chez Slalom. Merci Slalom d'avoir publié ce roman qui me faisait vraiment de l'œil en version originale. Et Felix Ever After, ça parle de quoi? Ça nous parle de Félix qui est un jeune homme avec un passif assez particulier puisqu'il est né fille, sauf qu'il se sentait garçon. Donc il se sent maintenant assez privilégié puisque son père a toujours fait en sorte qu'il ne manque de rien. Aujourd'hui il est dans une école d'art et il aimerait rejoindre la prestigieuse école de Brown. Sauf que voilà, c'est très sélectif et il a un concurrent dans son école et ce concurrent là n'est pas très sympa avec lui. Sauf qu'un jour, Félix va être victime de quelque chose qui va beaucoup le blesser puisque sur les murs de son lycée, quelqu'un accroche des photos de lui lorsqu'il était fille et dévoile le prénom qu'il portait avant.
Et donc ça va énormément le blesser et forcément il va soupçonner Declan, donc qui est son premier concurrent pour rentrer à Brown. Et aïe. Et du coup Félix, pour se venger, va se faire passer pour quelqu'un d'autre sur les réseaux sociaux et essayer de tenter d'approcher Declan pour un petit peu lui faire voir de quoi il est capable aussi pour se venger de ce qu'il a fait. Et j'ai trouvé ce roman vrai. En fait, j'ai eu du mal aussi au début, vraiment, mais au tout début, je me suis dit, oula, je sens que ça va pas être fait pour moi, parce que de temps en temps, on avait une écriture qui était assez parlée, vu qu'on est beaucoup dans les pensées de Félix, et c'est un truc avec lequel je peux avoir beaucoup de mal. J'ai eu un petit peu de mal aussi avec cette écriture parlée dans beaucoup de romans, notamment The Black Kids récemment. Et j'avais peur que ça me bloque et en fait ça s'est fait tout seul puisque finalement on s'attache énormément à Félix. Félix qui est plutôt naïf, plutôt imparfait et qui pourtant correspond à beaucoup de gens voilà, on pourrait clairement quasiment tous s'identifier à Félix. Enfin pour ma part ça a été totalement mon cas et pourtant on est très différents tous les deux et voilà, ça a été vraiment un récit super touchant, hyper vrai parce que voilà, il n'y avait pas non plus de fioritude, mais enfin je veux dire ça reste quand même très américain sur certaines idées, mais j'ai trouvé que ce roman était super abordable, qu'il abordait plutôt bien la transidentité. Voilà, je lis très peu de romans là-dessus, mais je pense que pour ceux qui veulent un petit peu s'informer sur ces questions, celui-ci est plutôt abordable dans le sens où voilà, il montre pas non plus des aspects que négatifs à tout ça, à toutes ces questions autour de la transidentité. Et c'est ça que j'ai apprécié, c'est que Félix, il est quand même entouré de personnages où la diversité est de mise. Voilà, on a vraiment tous les types d'orientation. Enfin, on en a beaucoup quand même. Et j'ai vraiment trouvé ça hyper appréciable. Et ça fait vraiment passer des messages universel dont tout le monde pourra se reconnaître dedans sur l'amour, l'amitié, les passions, les doutes et voilà, c'est un condensé de beaucoup de choses dans lesquelles on peut s'identifier et qui en même temps fait passer des messages sur la diversité et j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman, franchement je regrette pas du tout de l'avoir lu, je suis très contente et j'aime beaucoup cette couverture. Ensuite, toujours chez Slalom, j'ai lu donc Temps mort de Ariel Holtz. Et c'est mon premier de cet auteur. Voilà, j'ai encore jamais lu de roman de cet auteur qui est pourtant assez reconnu en France. Et j'avoue que celui-ci, je suis un peu mitigée parce que donc dans cette histoire, on suit Léo qui va donc se retrouver à Paris dans une demeure parce qu'il va falloir qu'il habite avec son grand-oncle qu'il ne connaît pas. Et c'est vraiment un grand manoir, voilà, où il y a plusieurs étages et il va découvrir vraiment des choses bizarre qui se passe ici et même un autre univers, voilà, qui correspond totalement au sien mais dans des couleurs assez différentes. Je vous en dis pas plus parce que ça se passe très vite, voilà, il est pas très long, hein, il fait même pas 300 pages, il en fait 270 et parce que aussi je l'ai pas mal survolé, j'avoue. J'ai été très intriguée au début de cette histoire et en fait plus j'avançais et plus je comprenais que voilà, c'était vraiment très jeunesse, enfin très, sur certains aspects j'ai trouvé ça assez jeunesse puisque en fait j'ai manqué de profondeur, c'est-à-dire que je trouve que l'auteur a une très chouette écriture, je trouve que l'auteur a eu de très bonnes idées mais qu'on n'a pas laissé assez de place à l'univers pour se mettre en place, pour être approfondi. Au niveau des personnages, pareil, j'ai vraiment eu du mal à les cerner. En fait c'est un récit qui n'a pas su m'emporter malgré ses qualités parce que je pense que tout allait très vite, tout s'enchaînait et que on n'a pas le temps de se poser et de connaître un petit peu plus les personnages, un petit peu plus l'univers, etc. Et univers qui pourtant voilà, a été vraiment très intéressant et mais voilà, il m'a manqué de beaucoup de choses dans Temps mort, j'ai pas grand chose à en dire, j'avoue que il n'y a pas vraiment de choses qui m'ont déplu, c'est plus voilà, ces aspects là où moi j'ai besoin qu'on creuse plus ce genre d'univers parce que je suis hyper curieuse
et que j'ai besoin aussi de creuser les personnages pour pouvoir m'y attacher. Et du coup ça me fait un petit peu le même effet qu'avec Victor Dixon. Victor Dixon, que j'ai lu beaucoup de romans de lui, mais j'en ressors très souvent déçue parce que j'adore les idées de Victor Dixon, mais généralement je ne suis pas en accord avec la mise en place, les péripéties, les personnages. Je trouve que voilà, ça va jamais dans le sens que je veux, ça ne me correspond jamais, j'arrive pas à chaque fois à être emportée alors que les idées sont super bonnes et que j'adore les idées de Victor Dixon, vraiment il a de très chouettes idées. Enfin voilà, je veux dire, tous les auteurs ne peuvent pas nous correspondre. Mais pour autant, je vais donc tester d'autres œuvres de l'auteur parce que j'ai vraiment bien accroché à son écriture et à son imaginaire. Le quatrième roman que j'ai lu, il s'agit de Souvenirs de Marnie, voilà, qui est toujours aussi abîmé, comme vous pourrez le voir, juste là. Bref, je vais faire le deuil un jour de cette blessure. Mes Souvenirs de Marnie, voilà, c'est l'œuvre originale qui a inspiré le Ghibli, donc, et c'est un Ghibli que j'aime beaucoup, qui fait partie de mes préférés, etc. Et voilà, qui traite de l'enfance comme j'aime, avec beaucoup d'émotions et de profondeur. Et donc dans cette histoire on suit Anna, voilà, qui habite à Londres avec sa famille adoptive. Elle se sent très mal dans sa peau, voilà, elle est tout le temps en retrait sur tout. Et un jour sa famille adoptive l'envoie sur la côte, donc chez des amis à eux qui sont vraiment très rustiques, voilà, pour qu'elle passe un été histoire de se ressourcer, voilà, et puis qu'elle puisse s'occuper. Et donc voilà, Anna, elle va essayer de s'occuper comme elle peut et visiter un petit peu les environs jusqu'à ce qu'elle tombe sur un immense manoir, une grande maison vraiment très jolie, et qu'elle voit une jeune fille de son âge se faire brosser les cheveux à travers la fenêtre. Et de là commence une amitié avec cette jeune fille qui s'appelle Marnie. Et je ne regrette pas du tout d'avoir lu ce roman. J'avais peur d'être déçue par rapport au Ghibli et en fait pas du tout. Franchement, je trouve que le Ghibli a super bien réussi à adapter cette histoire et à capter l'ambiance, à capter le charme qui s'en dégage et toutes ces thématiques. J'ai adoré retrouver Anna, j'ai adoré retrouver Marnie. Voilà, c'est vraiment un récit hyper touchant, plein de poésie, doux et dur à la fois en fait. Et que voilà, j'appréhendais et pourtant voilà, j'ai adoré cette histoire sur l'enfance, ses souffrances, ses doutes, sa peur. Voilà, c'est vraiment des thématiques autour de ça et en fait, même s'il se passe pas énormément de choses, c'est un super bon bouquin et franchement je comprends pourquoi il a été adapté, parce que voilà, moi je l'aime beaucoup. Je sais que du côté des Ghibli, c'est pas forcément le préféré de beaucoup, mais moi je l'aime beaucoup et je l'aime encore plus depuis que j'ai lu le roman. Et voilà, et même si je connaissais l'histoire, c'était génial. Donc voilà, franchement, si vous connaissez le Ghibli, lancez-vous dans le roman, et si vous avez lu le roman, lancez-vous dans le Ghibli, vous allez aimer les deux. Et le dernier roman que j'ai lu, il s'agit de la nouveauté de chez Hachette en Young Adult, donc The Wild de Owen Locoren. Et donc ça, dès que je l'ai reçu, je l'ai lu tout de suite parce que on nous dit quand même que c'est un thriller Young Adult puissant dans les veines de Sa Majesté des Mouches et Hunger Games. On me parle d'Hunger Games, je suis là parce que j'aime beaucoup... j'aimais beaucoup cette œuvre quand j'étais plus jeune, et maintenant je suis un petit peu passée à autre chose, j'avoue, mais ça reste quand même, ça fait quand même partie de mes classiques d'adolescente. Et du coup dans The Wild, on suit Dawn, qui est une jeune fille vraiment qui est un peu perdue dans sa vie, voilà. Elle a des fréquentations très douteuses, elle fait des choses pas très correcte pour son âge, et du coup ses parents vont l'envoyer même dans un camp, et c'est une sorte de camp de redressement en fait, où des jeunes à problème sont envoyés par leurs parents et ils doivent effectuer une grande randonnée, voilà, seuls avec deux personnes qui les accompagnent, et ça leur permet un petit peu de vider leur sac et peut-être de trouver une meilleure voie par la suite. Donc c'est horrible pour Dawn tout ce qui se passe, elle est envoyée là-bas de force contre sa volonté, et elle se retrouve avec plein de jeunes voilà, à problème. Et l'ennui, c'est que effectivement au bout d'un moment arrivent des conflits et il va se passer des choses assez compliquées pour Dawn et ses compagnons dans cette montagne qui est très dangereuse. Et le pitch est trop cool, le pitch il est top, j'aime beaucoup le pitch.
Mais alors ma lecture, alors je l'ai lu d'une traite, je voulais pas perdre de temps non plus avec ça parce que je voulais quand même aller au bout, voir ce que ça pouvait proposer. J'ai eu du mal à rentrer dedans déjà, parce que tout va vite. Et c'est, je pense, un des romans les plus téléphonés que j'ai lus de ma vie. Et en fait, arrivé à un moment du récit, il y a des notes de l'auteur en plein milieu du récit. Et c'est de l'autodérision qu'il fait, c'est-à-dire qu'il critique son propre roman, il critique son intrigue, et en fait, il assume le fait que ce soit hyper téléphoné. Donc par exemple, il va se passer quelque chose, il va y avoir une note de l'auteur, et il va dire « Bon là, vous vous en doutez, machin arrive, et machin, machin ». Donc déjà, il te spoil. Et j'ai vraiment eu du mal avec ça m'a pas forcément plu, honnêtement, j'ai pas trouvé d'intérêt à ce roman, même au niveau de la fin, j'ai pas trouvé de morale, ni rien du tout, c'était très américain je trouve, et franchement, ouais, c'était vraiment... C'était pas pour moi du tout, c'était pas du tout recherché, j'avais l'impression que c'était une histoire qu'on pouvait tous écrire. Je sais même pas honnêtement si j'aurais bien aimé quand j'étais plus jeune, parce que en fait il y avait pas de mystère, et du coup je sais pas si l'auteur il voulait vraiment genre faire une grosse parodie, je sais pas, mais franchement ça a pas du tout fonctionné sur moi, mais même que ce soit avec ou sans les notes de l'auteur en plein milieu des récits, ça a pas du tout, non, ça l'a pas fait. Vraiment non, grosse déception pour The Wild. Et donc voilà, c'est terminé pour la partie roman, voilà, des lectures, beaucoup de lectures sympas franchement, très bonnes même, et voilà, une déception à retenir, mais ça fait du bien d'avoir des déceptions parce que ça fait longtemps que j'en ai pas eu. Du coup on passe au manga, et donc côté manga j'ai lu les tomes 13 à 17 de Beastars, je ne m'attarde pas dessus parce que je vous en parle très souvent, sachez que c'est toujours excellent, et que voilà. Je vous en ferai évidemment une vidéo le jour où le dernier tome sera sorti en France. Ça devrait pas tarder, je pense courant 2022 ce sera terminé. Mais en tout cas Beastars c'est toujours génial. Et j'ai également lu donc les tomes 3 à 5 de Aria, et là pareil je ne m'attarde pas dessus puisque je vais vous faire un zoom sur cette série, donc octobre ou novembre, ça dépend quand est-ce que je termine la série, voilà, parce qu'il me reste le tome 6 et 7 à lire. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est un tranche de vie que je vous recommande. On continue avec les suites de saga, donc je suis à jour dans le sens du vent avec les tomes 3, 4 et 5. Et mon dieu, quand est-ce qu'arrive la suite? Je suis incontestablement fan de ce manga. Vous le retrouverez évidemment dans mes favoris 2021, tant c'est un coup de cœur en fait. J'aime d'amour ce manga, donc c'est par Akihiri. Et Akihiri, c'est donc l'autrice de Le Monde de Ran. Voilà, je vous avais dit que je vous en ferais un zoom sur, j'ai vraiment pas eu le temps. Et il faudrait que je me pose et que je feuillete encore une fois cette œuvre, parce que voilà, il y a beaucoup de choses à en dire, je pense. Mais en tout cas, dans le sens du vent, donc j'avais lu les 2 premiers tomes il n'y a pas si longtemps que ça, hein, ça devait être juin ou juillet. Et gros coup de cœur. En gros, on suit donc, il est où? Ce garçon, voilà, qui vit en Islande. Il est japonais d'origine. Et voilà, il réalise un petit peu des missions pour des habitants. Et c'est comme ça qu'il gagne son pain. Et à travers ça, on a des petites enquêtes. En plus de ça, on fait du tourisme sur l'Islande, et c'est vraiment incroyable, c'est vraiment beau parce que j'adore le trait de Akihiri, c'est bourré de charme, c'est bourré de paillettes, encore une fois, moins que Le Monde de Ran du coup, mais je sais pas, je sens les paillettes derrière son trait à chaque fois, et ça m'en met plein les yeux, et j'adore, franchement j'adore. Et donc là avec Le Sens du Vent, on a une intrigue en fait où tu sais pas trop où l'autrice veut nous emmener, parce que c'est un récit assez haché, puisque des fois on va être sur une enquête et on veut connaître la suite, et finalement non, on va revenir à des aspects plus tranches de vie, on va aller visiter l'Islande, on va développer un petit peu les relations entre certains personnages, voilà, c'est un récit hyper spontané je trouve, ça apporte beaucoup de spontanéité à l'histoire,
puisqu'en fait quand je lis Dans le sens du vent, je sais jamais de quel sujet on va parler. Et ça, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que je me laisse totalement entraîner par Akihiri. Et j'aime dans tous les cas que ce soit la partie enquête, la partie un peu fantastique, la partie tourisme, la partie tranche de vie, la partie romance. J'aime tout. C'est génial. Et pour autant, voilà, c'est un récit assez atypique, je pense. Je pense que ça va dérouter beaucoup de gens qui seront peut-être frustrés parce que eux, ils veulent en savoir plus sur une partie du récit. Et moi, je me laisse mais totalement happer dessus. Je me dis, on est déjà à 5 tomes, mais j'en ai pas assez, j'en redemande beaucoup. J'espère qu'il y aura beaucoup de tomes. Bon, pas 20 non plus, mais j'espère qu'il y en aura quand même suffisamment pour combler cette soif que j'ai de cette œuvre, parce que je l'aime vraiment énormément. C'est vraiment... c'est une bouffée d'air frais pour moi. Je trouve ça drôle, je trouve ça joli, je trouve ça intriguant, je trouve ça intéressant. Voilà, franchement, Dans le sens du vent, c'est une de mes pépites de l'année. Honnêtement, j'ai vraiment rien à en redire. Alors, au mois d'août, j'ai également commencé et terminé Cat Street, donc avec ses 8 tomes. Donc ça, c'était un lot que j'avais trouvé donc d'occasion, parce que je suis pas sûre que les tomes ils soient tous dispo ou encore dispo. Mais on les trouve quand même facilement d'occasion. Et dans Cat Street, on va développer la thématique des hikikomori. Donc les hikikomori, c'est quoi? C'est au Japon les gens qu'on désigne comme étant des gens qui se confinent chez eux, des gens qui se coupent de la société, qui restent dans leur chambre, qui fuient totalement les contacts et qui sont du coup totalement déconnectés de la réalité. Puisque cette jeune fille, dont j'ai totalement oublié le nom, elle s'appelle Kaito, elle ne va plus à l'école depuis très longtemps. Quand elle était plus jeune, c'était une enfant star en fait. Sauf qu'il s'est passé des choses dans sa vie qui font que elle a arrêté et depuis, elle a vécu dans sa chambre enfermée. Et un jour qu'elle ressort, elle croise un homme en fait et qui va lui dire « Écoute, je sais que tu peux pas retourner au lycée, mais j'ai créé une école où les gens n'ont pas besoin de payer, de s'inscrire. Les gens viennent comme ils veulent, ils font ce qu'ils veulent là-bas. » Donc Kaito n'a pas très envie au début. Et finalement, elle va se retrouver dans cet établissement qui rassemble un peu des jeunes un peu perdus comme elle, ou des jeunes voilà, qui sont trop en décalé par rapport à la société, des jeunes qui voilà, ne se sentent pas à l'aise à l'école publique ou même en école privée et voilà, qui ont besoin d'un endroit où personne ne se juge finalement. Et franchement, j'ai bien aimé ce manga, voilà, c'est pas un chef-d'œuvre, mais j'ai trouvé les thématiques plutôt bien, j'ai trouvé qu'on sortait vraiment de certains clichés. J'ai eu un peu peur au niveau de la romance par un moment, mais finalement ça a rattrapé le coup. Ça m'a fait un petit peu le même effet que Paradise Kiss avec Ayazawa. En fait c'est assez différent, mais je l'associe quand même pas mal à Paradise Kiss pour certains trucs qui m'ont vraiment été vachement proches. La thématique des hikikomori c'était vraiment sympa. Après je trouve que c'est une thématique qui disparaît un petit peu au fur et à mesure du récit, puisque Kaito va découvrir d'autres choses finalement et prendre contact avec de nouveaux gens et de nouveaux gens qui ont son âge. En tout cas, vraiment c'était 8 tomes que j'ai dévorés, franchement c'était vachement cool. Je m'attendais pas à autant apprécier franchement. Après voilà, comme je disais, il y a quelques défauts, des facilités, des clichés quand même. Mais on est quand même dans une œuvre qui a su capter mon attention, avec des personnages qui m'ont paru vraiment très attachants et des thématiques sur la vocation notamment, sur la famille, sur les sentiments vraiment qui sont totalement déraillés, enfouis, qu'on ne sait plus qu'est-ce qu'on pense et qu'est-ce qu'on ressent. Il y a eu beaucoup de thématiques sur ça. Il y a eu beaucoup de dimensions là-dessus et c'est vraiment voilà, une œuvre que je garderai parce que je l'ai vraiment bien aimée. Je crois que j'aurais adoré la lire quand j'étais ado, vraiment, j'aurais kiffé. Mais voilà, du coup ça m'a un petit peu replongée dans mon adolescence et ouais, pour le coup ça m'a vraiment fait penser par certains aspects à Paradise Kiss, donc j'ai évidemment accroché à Cat Street.
On va passer donc au premier tome, ou tome unique. Donc on commence avec une nouveauté de chez Kiyun. J'ai lu L'Éden des sorcières et ça a été une lecture sympa. Voilà, franchement j'avais un petit peu peur, j'étais un peu dubitative. Mais le trait qui me fait fortement penser à l'atelier des sorciers, et ça s'est avéré durant ma lecture, me plaît beaucoup. Voilà, donc si vous aimez le trait de l'atelier des sorciers, vous allez aimer l'Éden des sorcières. Ça tombe bien, les titres se ressemblent. Et en gros, on vit dans un monde où l'humanité n'a plus vraiment le droit à la végétation. Uniquement les sorcières essaient de protéger le peu de végétation qui reste. Et donc on suit cette jeune fille qui est une jeune sorcière mais qui va se faire piéger par un humain. Elle est humaine aussi. Elle se fait piéger par un homme et voilà, donc elle va partir en fuite et elle découvre en fait tout ce monde sans verdure et à quel point les hommes galèrent sans la nature. Et ça a beaucoup de thématiques vraiment qui peuvent être très intéressantes par la suite. Et du coup, je vais continuer pour voir ce que ça donne. Après, voilà, sur le déroulé de l'histoire, on est quand même sur quelque chose de très classique, quelque chose qui révolutionne pas du tout son genre. Mais je suis curieuse. Franchement, je suis curieuse. J'aime beaucoup, voilà, surtout l'aspect nature qui est vraiment... dédié finalement aux sorcières maintenant parce que les hommes ne méritent plus la nature et j'aime beaucoup cet aspect de contradiction finalement et j'aime bien. Franchement c'était sympa. Bon, je ne trouve plus le manga que je veux vous montrer. Voilà, je l'ai perdu. Il s'agit donc de End de Marie Okazaki. Donc End, je l'avais gagné un concours sur Twitter, donc j'étais trop contente parce qu'il me tentait vraiment beaucoup. Et Marie Okazaki, voilà, elle n'en est pas à son premier essai en France, sauf qu'elle a beaucoup floppé. Et du coup, on l'avait plus revue dans les rayons depuis un bon moment, donc ses œuvres sont très compliquées à trouver, notamment Complément affectif, qui est son œuvre qui m'intéresse le plus et qui malheureusement, voilà, c'est impossible. Donc du coup avec End j'avais beaucoup d'espoir, donc je m'y suis mise, sachant que voilà, comme je vous disais, je vais essayer de juger sur 3 tomes on va dire. Et en fait voilà, ça nous raconte l'histoire d'une employée secrétaire d'hôpital il me semble, et qui veut monter son activité de manucure en parallèle, donc voilà, elle va jongler entre 2 métiers. Et le problème c'est que voilà, elle va beaucoup se faire décourager, notamment par des hommes. Je trouvais que c'était un récit qui pouvait avoir l'air qui avait l'air intéressant, notamment par ses thématiques, le fait qu'on rabaisse toujours les femmes, etc. et qu'on les décourage. Sauf que on a cette dimension, mais il y a des petits trucs qui m'ont fait tiquer, notamment du côté de l'hôpital. Donc on a un médecin et il y a une relation, et voilà, il y a une relation qui s'établit entre le personnage principal et le médecin de l'hôpital qui, pour l'instant, ne me plaît pas du tout. Voilà, ça m'a un peu dérangée, je trouve. Après, à voir comment ça peut évoluer. J'imagine qu'on peut faire confiance à l'autrice. À voir pour la suite. En tout cas... Premier tome, voilà, assez introductif, on ne sait pas trop où ça va nous mener, donc j'ai peu de choses à vous en dire en fait. Petite réserve concernant l'histoire avec le médecin, sinon le reste, voilà, j'ai trouvé ça plutôt sympa et j'ai trouvé que sur certains aspects ça reflétait pas mal notre société très individualiste, très égoïste, très... faut marcher sur les autres pour grimper ou ce genre de choses. Enfin, certains trucs, je me dis, il y a de la matière à faire. Il y a de la matière pour en faire quelque chose. Et du côté du dessin, bah, moi j'ai beaucoup aimé. J'ai vu que beaucoup étaient un peu déçus de ce côté-là. Alors c'est vrai que c'est pas le dessin le plus net du monde, le dessin le plus parfait. Mais je trouve que ça a un certain charme, même si c'est vrai que parfois au niveau des yeux, c'était pas ce qui me plaisait le plus forcément, mais dans l'ensemble, je trouve que ça va. Et donc après tout ça, on passe au one-shot pour terminer avec les mangas. Donc j'en ai encore 2 à vous présenter et on passera à 2 petites BD que j'ai lues. Donc j'ai enfin pu découvrir le travail de Shinya Komatsu. Voilà, ça faisait un moment qu'il me faisait de l'œil et du coup j'ai craqué pour la nouveauté.
Et franchement je regrette pas parce que c'était vraiment super chouette. En fait on suit ce petit garçon qui donc à son dernier jour d'école et donc voilà, va avoir tout son été de libre pour profiter du soleil. Et donc c'est un petit garçon vraiment très chouette, voilà, très choupi, voilà, voilà, on a une dimension très enfantine et qui finalement va quand même traiter de thématiques vraiment très intéressantes. Voilà, c'est très mignon et donc le petit garçon va se rendre compte que dans les plantes qui sont dans sa classe logent des fées et qu'il arrive à parler aux fées des plantes. Et donc son travail pendant l'été, confié par sa maîtresse, c'était de s'occuper d'une plante, sauf qu'il l'a complètement oubliée. Et donc il va faire tout pour essayer de sauver cette plante et il va découvrir un jardin secret et faire des petites bêtises et suivre son père qui lui justement travaille dans les plantes, dans la nature, etc. Et voilà, il y a une petite dimension fantastique à tout ça, ça fait très conte de fées, ça fait un peu Alice au pays des merveilles. Voilà, on suit ce petit garçon très innocent finalement qui se rend pas compte que en fait une plante c'est vivant. Qui a du mal à capter tout ce qui se passe autour de lui et quelles choses sont importantes. Et j'ai vraiment beaucoup aimé graphiquement, c'était vraiment très joli. Là on peut avoir un aperçu, mais du coup c'était vraiment très nature, végétatif, à grande échelle et c'était vraiment sublime. Et voilà, j'ai vraiment été transportée par ce petit one shot. Donc voilà, c'est un one shot comme je dis, donc je peux pas non plus trop vous en dire parce que voilà, sinon je vous raconte toute l'histoire. Mais franchement, très forte impression pour ce manga et ce mangaka du coup que je vais continuer de suivre. Et donc le dernier, il est là. C'est mon premier Inyo Asano et donc il s'agit de Nijigahara Holograph, donc la réédition, parce qu'il a longtemps été indisponible en France. Et donc Inyo Asano, on me l'a conseillé, bon, je le connaissais déjà avant mais c'est vrai que j'avais jamais testé, parce que j'aime beaucoup Shuzo Oshimi. Et je comprends pourquoi on me l'a conseillé suite voilà, au fait que j'apprécie le travail de Shuzo Oshimi. Parce que dans Nijigahara Holograph, pareil, je vais pas pouvoir trop vous en parler parce que ça va nécessiter une relecture. En gros, on est dans un récit où on alterne entre présent et passé, où en gros on va suivre enfants et adultes, des personnages voilà, qui se sont connus en classe de primaire et donc qui maintenant sont adultes. Ça alterne beaucoup, au début j'étais un petit peu perdue, au final à force j'ai un petit peu capté le délire et essayé de rapprocher quels personnages étaient lesquels personnages. C'était pas évident, c'est pour ça que ça va nécessiter une relecture. En tout cas, c'est une lecture qui m'a quand même fait forte impression, qui m'a marquée pour beaucoup d'aspects et des aspects notamment qu'on retrouve aussi chez Shuzo Oshimi. Parce qu'en fait avec cette œuvre, du coup Inyo Asano va nous dépeindre une société vraiment voilà, très malsaine, une société voilà, qu'on n'a pas envie de voir finalement mais qui pourtant existe. On va nous parler de harcèlement, on va nous parler de violences familiales, de violences sexuelles, on va nous parler de suicide, on va nous parler de dépression, on va nous parler de relations abusives, on va vraiment voilà des choses très négatives, des choses voilà qui font pas plaisir et tout ça mais sans étant trop dans le trash en fait. Et c'est ça que j'aime bien, c'est que il y a toujours une limite en fait, parce que moi si on dépasse trop la limite, je suis dans un malaise beaucoup trop grand et je peux plus. Et je trouve que c'est quand même assez subtil, on joue beaucoup avec les plans et c'est quelque chose voilà, que j'ai beaucoup apprécié. Mais bon voilà, comme je vous disais, il faut vraiment que j'arrive à trouver le temps de le relire voilà, pour en saisir voilà, tout ce que j'ai pas pu voir pendant cette lecture. Mais en tout cas sachez que comme Shuzo Oshimi, le malaise était bien présent et que voilà, ça m'a évidemment donné envie de découvrir beaucoup plus Inyo Asano parce que il a su attirer mon attention et ma curiosité. Et pour terminer cette vidéo, je vais vous parler donc des deux BD que j'ai lus, qui viennent tous les deux de l'atelier Sento. Donc j'ai lu Onibi, donc Carnet du Japon invisible, et La Fête des Ombres, voilà.
Donc à la base j'avais passé cette commande il y a bien longtemps pour la fête des ombres qui est une nouveauté. Et du coup je vais vous dire de quoi j'en ai pensé, voilà, rapidement aussi, hein, parce que le but c'est pas non plus de vous spoiler. Onibi, on est vraiment sur le carnet de voyage, voilà. Carnet de voyage de ces deux personnages qui sont en fait l'atelier Sento, voilà, et qui sont un petit peu inspirés des gens qu'ils ont rencontrés au Japon pour écrire cette histoire où cette jeune fille va acheter un appareil photo qui est censé prendre en photo les esprits du Japon. Et ça a été une lecture sympa, voilà. Après je m'attendais pas trop à ça, je pense, et ça manquait un petit peu de peps, mais tu sens que voilà, il y a du vécu derrière, qu'on a essayé d'apporter une petite dimension fantastique, etc. Voilà, c'était plutôt sympa comme lecture, mais pas marquante du tout. Par contre, j'ai énormément aimé La Fête des Ombres, donc qui raconte l'histoire de cette jeune femme qui voit en fait, comme beaucoup de gens au Japon, mais pas tous, les morts en fait qui n'arrivent pas à rejoindre le royaume des morts et qui restent là sous forme d'ombre. Et en fait le but de cette jeune fille c'est d'essayer de raccompagner son ombre, de découvrir qui il est pour essayer de l'aider à enfin prendre son envol et partir voilà, dans l'univers des morts et ne pas venir empiéter sur celui des vivants. Et pareil, visuellement, c'était vraiment super cool. Vraiment, celui-là, je l'ai vraiment beaucoup aimé. C'était hyper touchant, j'ai trouvé. Franchement, hyper intéressant. En plus, sur un tome 2, il va bientôt sortir, du coup. Parce que j'ai mis un petit peu de temps à lire le tome 1. Et franchement, ouais, c'était super intéressant, cette histoire des morts qui restent là alors qu'ils devraient partir. Mais voilà, tu sens qu'ils ont encore quelque chose à faire sur Terre. Et en plus, bah, la fin est assez étonnante. Franchement, c'était vraiment chouette. Pareil, je sais pas trop ce que je pourrais vous en dire, si ce n'est que visuellement et au niveau des couleurs, c'était vraiment super cool. J'ai beaucoup aimé l'idée des ombres qui restent comme ça. J'ai toute la dynamique en fait entre les deux personnages, c'était vraiment hyper chouette à suivre. Voilà, c'était quelque chose rempli de poésie et voilà, que je relirai du coup avant le tome 2 parce que voilà, franchement j'ai bien aimé. Ça fait partie, je pense, de... Bon, je lis pas beaucoup de BD, mais graphiquement et tout, au niveau des BD que j'ai lus cette année, je pense que c'est une des meilleures, honnêtement. Et du coup voilà, c'est tout pour cette vidéo, ce bilan des lectures du mois d'août. J'espère que ça vous aura plu et que je vous aurai donné envie de découvrir donc certains livres. En tout cas moi, voilà, je suis très contente de toutes ces lectures que j'ai fait en août. En septembre ça va être beaucoup plus calme malheureusement, mais je vais essayer de retrouver un rythme après de lecture pour... à partir d'octobre. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me lâcher un petit commentaire, un petit like, voilà, ça me fait toujours plaisir. Et comme d'habitude, je vous souhaite de belles lectures et de bons visionnages et je vous dis à la prochaine vidéo. Salut!